Avant de vous souhaiter la bienvenue, peut-être que je vais me présenter. Donc, je suis Ludovic, je suis un des deux cofondateurs de Petit Bambou et je suis ravi de vous accueillir ici. Je voudrais juste que vous soyez tous, chacun, vraiment, vous vous sentiez les bienvenus, que vous vous sentiez aussi un peu remarquables, parce que évidemment, on va présenter des personnes qui vont venir discuter avec nous de la mission de Petit Bambou, qui sont des gens remarquables, mais nous tous, chacun à notre façon, on est remarquables. Donc, bienvenue à chacun de vous, et j'aimerais que vous vous sentiez remarquables. Donc, quelle aventure Petit Bambou? Effectivement, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on remet quelque chose qui nous semble important en termes de mission. Et avant de parler de la mission, parce que c'est ça qui va lancer nos intervenants, je voudrais vous parler de cette culture de Petit Bambou qu'on a envie, qui est une utopie, en fait. Qui est une utopie qui refuse le toujours plus, qui refuse le je vais d'aller plus vite, qui cultive ce que j'appelle le côté punk. Le côté punk, c'est le côté impertinent, c'est le côté libre, c'est le côté de cultiver ce qu'on a envie de faire comme on a envie de faire et pas comme on nous dit de faire. Et c'est une culture qui est très forte chez nous, et d'où un logo qui est pas une flèche qui monte ou qui est pas designé par un cabinet de design, mais qui est dessiné par un de mes amis qui dessinait de la bande dessinée, effectivement, à la crayon aquarelle, dans le métro de Paris, et qui a nommé Petit Bambou. D'ailleurs, c'est lui qui a trouvé le nom à l'époque. Donc, un côté punk, un côté impertinent, un côté collectivement punk, parce que c'est pas un ensemble de personnes qui font à peu près ce qu'ils veulent, mais c'est un truc qui est collectif, où on s'autorise à faire, peut-être que vous avez vu notre campagne de pub récemment pour les Parisiens, qui s'autorise à faire différemment, qui s'autorise à racheter tous les espaces de publicité de la station de métro, de la chaussée d'Antin, en mettant, on va pas vous présenter de logo, on va pas vous faire de promesses, on va pas mettre de slogan, on va pas faire de promotion, de code promotionnel. Vous voyez, on peut tous faire une pause. Avec marqué Petit Bambou en petit quand même, parce qu'on paye quand même pour ces espaces, donc faut pas déconner. Mais vraiment tout petit. Et en fait, dans cette idée de vous voyez, on peut tous faire une pause, on se l'appliquait à nous aussi, de se dire, bah nous aussi, on peut faire une pause publicitaire. En fait, il y a un moment, et c'était pendant les soldes de Chaussée d'Antin, j'ai trouvé ça assez impertinent, assez libre de pouvoir faire ça. Donc on est impertinent, on est assez libre, on est des gens aussi qui aiment bien faire des choses. On pense que le plaisir passe pas mal par la réalisation, c'est-à-dire que construire quelque chose dont on est fier est un chemin quelque part de réalisation personnelle et quelque part d'utilisation de le temps qui est imparti à notre vie professionnelle vers le bonheur. Et puis on est des gens simples, on fait simplement une appli simple en étant des gens simples. Pas de grand esbrouf, pas tout ça. On essaie de rester vraiment des gens connectés entre humains, pardon, et en essayant d'abolir au maximum tout ce qui pourrait tenir des relations hiérarchiques dans une entreprise. On est une entreprise, donc à un moment, ça revient au galop, mais on essaie de maintenir ça le plus bas possible pour que justement on soit un collectif de personnes simplement un peu libres qui faisons des choses. Alors qu'est-ce qu'on fait ? En fait, évidemment, on est connu comme une application de méditation et de respiration. On essaie de promouvoir ça, parce qu'on a un très bon module de respiration, mais je ne suis pas là pour faire de la pub. Et on construit d'autres applications en ce moment pour servir une mission. Et cette mission, elle a vraiment évolué dans le temps, parce que c'est très difficile de poser des mots précis sur une mission. En tout cas, ça a été difficile pour moi et pour Benjamin. On a commencé en disant calme et l'esprit serein, clair, calme et l'esprit serein. Je sais plus, on essayait de promouvoir ça. Puis cette mission, elle a évolué dans sa sémantique en disant on voulait inviter les gens à cheminer vers leur bonheur depuis leur intériorité. Ça a tenu un peu, mais j'ai trouvé que c'était une phrase qui était un peu... Finalement, il fallait l'expliquer beaucoup, parce que ça fait beaucoup de mots. Et cette mission, elle est devenue aider les gens à reconquérir leurs espaces. Et cette phrase-là, qui est un petit peu, évidemment, qui est un petit jeu de mots sur la conquête de l'espace. Je pense que la conquête de l'espace, ça a fait rêver pas mal de générations. Donc, moi, j'étais pas là en 69 au moment de Neil Armstrong. Mais j'ai rêvé devant Objectif Lune quand j'ai vu la fusée rouge et blanche de Tintin, j'ai regardé Albator gamin, j'ai rêvé devant Star Wars, et toute cette conquête de l'espace m'a fait vraiment rêver. Aujourd'hui, elle me fait plus du tout rêver, cette conquête de l'espace. La conquête de l'espace qui me fait rêver, c'est la conquête de notre espace. Parce qu'on est dans une société qu'on appelle moderne, j'aime bien dire qu'on l'appelle moderne, parce que en fait, je trouve qu'elle est assez régressive sur pas mal d'aspects, mais peut-être que nos intervenants en parleront aussi, où il y a une prédation pour nos espaces. Qu'est-ce que j'appelle espace ? Notre temps. Récemment, Netflix a déclaré que son principal concurrent était notre sommeil. Donc concrètement, ils ont envie qu'on dorme moins pour être plus devant Netflix. Donc conquérir notre temps de sommeil fait partie de ces sociétés prédatrices. Notre attention, évidemment, le temps qu'on passe à caresser un écran avec un doigt, un écran qui ne nous caresse pas du tout. Hein, en fait, on passe du temps avec un doigt à caresser une plaque de verre en espérant des petits shots de dopamine qui existent. D'ailleurs, on va en parler peut-être avec les scientifiques qui sont là. Et
Donc notre temps, notre espace attentionnel, j'aime bien aussi cette notion d'aider les gens à reconquérir leur lieu. C'est un concept qui est peut-être un petit peu plus mystico-gazeux, mais le premier lieu qu'on habite, c'est notre corps. Et probablement qu'il y a pas mal d'injonctions qui nous amènent à moins bien vivre notre corps, en termes d'esthétique, en termes de souplesse, en termes de... Voilà. Et peut-être aider les gens à reconquérir cet espace de leur propre relation avec leur corps, mais pas seulement, aussi avec leur maison, avec leur jardin, avec leur quartier, avec leur ville. Et on peut étendre au monde, évidemment, même si parler de conquête du monde par ces temps un peu troublés où on commence à parler de militaire m'embête un peu. Mais réhabiter cet espace-là me paraît vraiment très important. Et donc, si on peut aider les gens à le réhabiter, au moins en commençant par eux, c'est déjà pas mal comme contribution. Et puis nos liens. Je pense qu'il y a tout un groupe d'entreprises qu'on a qualifié de réseaux sociaux et qui sont tout sauf sociaux. Donc je m'efforce maintenant dans toutes mes interventions publiques et dans la presse d'appeler ça des réseaux asociaux, parce que ce sont des réseaux qui sont là pour capter notre attention, justement pour nous exposer à des publicités, et peu importe les dommages que ça peut causer sur notre propre personne et sur nos propres liens avec les gens. Donc voilà la mission qu'on sert. Donc on le sert par une application de méditation, une application de respiration. On est en train de travailler sur 2 autres produits. Un produit une application pour pacifier notre relation avec notre corps et une application qui va être très dédiée au monde du sommeil. Et comme chez Petit Bambou, on met jamais de deadline, je peux pas vous dire quand est-ce que ça sort, parce qu'on essaie de bien faire les choses en prenant le temps de bien faire les choses. Mais bon, en tout cas, on est à fond là-dessus. Bonsoir à tous et à toutes. On va passer maintenant à la, conférence, rencontre, discussion. On va s'appuyer un peu sur les propos de Ludovic pour leur donner du corps avec différentes personnalités. Moi, je suis Hélène, je vais animer donc cette rencontre et je suis très contente d'être là. Vous avez sur vos chaises des petites pochettes qui ne sont pas des pochettes à maquillage, qui sont des pochettes à téléphone. Donc je vous invite à mettre votre téléphone en mode silencieux, sinon ça ne sert à rien, dedans. Et comme ça, on va pouvoir se concentrer sur ce moment. Alors ce qui n'est pas du tout pédagogique, c'est que moi je garde le mien, parce que j'ai l'heure. Et donc ça me permettra de maintenir le tempo. De quoi va-t-on parler ce soir ? Eh bien, on va parler d'attention. Et de l'attention que l'on perd. Ça fait 1 heure que vous êtes là à scroller sur votre téléphone sans trop vraiment savoir ce que vous avez vu. Bon, c'est pas vrai parce que là vous étiez attentif, hein, mais c'est pour l'introduction. Vos enfants vous racontent leur journée et vous ne pensez qu'à votre patron. Vous avez prévu de regarder qu'un épisode de Squid Game et vous en êtes déjà à la 2e saison. Vous avez 27 onglets ouverts sur votre ordinateur. Vous êtes à table avec vos amis et pas là en même temps. On fait quoi déjà le week-end prochain ? Bref, votre attention vous échappe. Et vous ne savez pas trop comment faire pour la rattraper. C'est grave, docteur ? Peut-être. Car caresser une vitre, comme dirait Ludovic, c'est pas forcément, ou peut-être pas du tout, ce qui nous rend heureux et heureuses. Car avec le temps, nous perdons le sens du présent. La distraction au sens de ce qui nous détourne de nous-mêmes n'est ni une bonne chose pour nous-mêmes, ni une bonne chose pour les autres, ni une bonne chose pour la société. Alors ce soir, nous allons apprendre à résister cette saison, à jardiner nos esprits, à nous promener dans le temps, à créer de la place et de l'espace, à boire des paroles, à lire dans l'avenir, à ne rien faire, à rester maître et maîtresse de nos espaces, de notre temps, de nos lieux et de nos liens. Et on a de la chance, on va le faire avec d'incroyables invités. Alors, nous avons autour de cette table, qui n'existe pas, mais vous voyez le truc, donc Jean-Philippe Lachaud, tout à ma gauche, qui est directeur de recherche INSERM au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, qui se consacre à l'étude des mécanismes neuronaux associés à l'attention. Le cerveau n'a aucun secret pour lui. On peut l'applaudir. À sa droite, et donc à ma gauche, Frédérique Bedos, qui est journaliste française de radio, de télévision, ainsi que réalisatrice et productrice de documentaires. Elle a monté il y a quelque temps le projet Imagine pour inviter à passer à l'action. Avec vous, on se lève et on s'embrasse. Et puis, à côté de moi, Charles Pépin, qui est philosophe et romancier français,
qui est peut-être l'un des essayistes français les plus traduits à l'étranger, ou même le plus traduit à l'étranger. On aime vous écouter sur France Inter dans l'émission Soleil, Soleil, le Platon, et avec votre chronique La question philo. Vous êtes l'auteur qui fait de la philosophie une force de vie quotidienne. Alors, comme on a envie de mieux vous connaître tous les trois, je vais vous demander de vous définir en 3 choses. Si vous étiez une application, une distraction, une citation. Et commence celle ou celui qui le souhaite. Qui a lu le déroulé de cette rencontre? Je l'ai lu. Alors, vas-y. Application, j'ai cité entre 2, alors c'est un peu stupide. Alors non, je ne vais pas répondre Petit Bambou, je suis désolé. J'aurais pu dire Google Earth, qui est assez cool quand même. Google Earth. Ouais, Earth. Ok. Qui permet de voir le monde et de... Voilà. Ouais, mais en fait, plutôt ces petites applis qui apprennent la guitare, qui permettent d'apprendre des accords, c'est parce que je trouve que c'est intéressant de... Ça montre qu'en fait, ce qui compte, c'est pas tellement d'être sur l'écran ou non, c'est l'usage. Et que en fait, c'est des outils qui peuvent être très bien pour certaines choses. Et il ne faut pas s'en priver. Une application, on fait une distraction, une citation, on enchaîne, on tourne, très bien. Alors moi, je vais faire ma faillotte. Et pourquoi ça a l'air saine? Voilà, ça a l'air saine, du coup. Bah, moi, je vais dire Petit Bambou. Voilà. Je suis solidaire. Mais je vais le dire d'autant plus que, en fait, je ne suis tellement pas techno que rien ne m'attire dans les applis. Je ne suis pas du tout accro à mon téléphone. Je ne suis pas du tout sur les réseaux asociaux, effectivement. Je ne mets pas le doigt dedans. Et du coup, ce que je trouve génial avec Petit Bambou, on l'a vu, en t'écoutant Ludo, on a bien compris qu'en fait, c'est aussi un cheval de bataille. Et je me reconnais là-dedans. C'est-à-dire que tu viens sur le terrain même du chantier, et donc tu fais une appli pour essayer justement de faire en sorte qu'on soit pas dupe de tout ça et qu'on soit moins phagocyté. Et c'est ce qu'on fait au projet Imagine. On dénonce aussi tous les abus des médias, de l'information qui phagocytent nos imaginaires, et on le fait en amenant un contre-discours dans les médias et dans l'univers informationnel. Donc on a un peu le même plan de bataille et ça me plaît bien, voilà. Et Charles? Alors, moi, c'est pas Petit Bambou non plus, mais je tiens à préciser qu'on s'est vu avec Ludovic pour préparer. Il a échoué à l'installer sur mon iPhone quand même. Je lui ai dit mais vas-y, mets-la moi que je comprenne, et il n'a pas réussi. C'est le réseau. Mais c'est vrai, hein. Alors, je sais pas pourquoi. Non, je suis très banal. Moi, c'est Spotify pour 2 raisons, parce que je suis complètement accro à la musique, mais surtout parce que je sais pas si c'est une appli d'ailleurs, mais bon, bref, c'est une appli. C'est une appli qui a produit, qui m'a permis de faire un podcast hebdomadaire pendant des années, et donc de développer ma pensée et de l'offrir aux gens. Voilà. Merci. Une distraction maintenant. Alors on peut ne pas forcément faire le même ordre si vous voulez, on peut être très indiscipliné. Moi j'ai l'impression que la distraction qui me caractérise le plus, c'est la contemplation, je dirais. La contemplation de la beauté de la nature, ou même de la ville. C'est ce qui me distrait le plus agréablement, je trouve. Contempler les lumières, les gens, les paysages. Le printemps. En ce moment, c'est bien aussi. Mais j'aime bien aussi quand il pleut. J'aime bien tous les types de beauté, quoi. Voilà. Oui, je suis pas originale, je suis comme toi. Moi, j'aime bien la plongée dans la nature. Souvent, moi, j'aime bien monter la montagne. Et du coup, aussi être dans le truc de « Waouh, j'ai encore réussi à aller jusqu'à temps. » Et donc, m'émerveiller, ouais. Et ben, moi, j'ai eu du mal à trouver. Et puis après, je me suis dit, en fait, je ne vais pas trouver, parce que distraction, je crois que ça vient du latin « distraere », qui veut dire « déchirer ». Donc, c'est l'idée quand même d'être déchiré entre 2 choses. Et donc, je trouvais que c'était pas si cool. Donc, je préfère pas être distrait. Voilà. Belle pirouette, mais tu vas pas t'en sortir comme ça pour la 3e question. Une citation. Ça, c'était le plus facile. Pas en latin, s'il te plaît. Non, en anglais, mais je vais la traduire. Non, en fait, la petite histoire, en fait, c'est ce qui m'a amené à faire ce que je fais comme métier et tout. J'étais en 92, j'étais encore tout jeune, et je me demandais ce que j'allais faire dans la vie. Et j'avais 2 centres d'intérêt, donc j'avais commencé la méditation assez sérieusement. Et puis en même temps, je voulais étudier l'attention d'un point de vue un peu théorique. Et puis dans un dojo zen, quelqu'un m'a recommandé un livre. Il m'a dit écoute, lis ce livre. Ce livre, il était écrit par Francisco Varela, dont je pourrais parler pendant des heures parce que je pense qu'il est à l'origine de quasiment tout ce qui concerne la popularisation de la méditation avec John Kabat-Zinn. Et à la fin de ce livre, il y avait, en gros je traduis, je ne vais pas faire le super anglais et tout, quand le bouddhisme et les neurosciences, je crois, ou la science, ces 2 forces planétaires se rencontrent, what might not happen, qu'est-ce qui était impossible? Plus rien n'est impossible.
Et j'ai trouvé ça génial et ça réunissait vraiment mes 2 centres d'intérêt. Donc déjà, méditation et puis sciences cognitives. Et puis voilà, puis j'ai fait ça. Merci. Alors, il y a plein de belles citations. Il y en a une dont je me suis rendu compte qu'elle m'accompagne souvent, et j'aime bien parce que je pense qu'elle peut parler absolument à tout le monde. C'est Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et j'adore. Richard. Je vais en donner 2 quand même, parce que c'est trop dur. La citation qui m'a lancé dans l'aventure philosophique, c'était une citation de Camus, tirée du mythe de Sisyphe. « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme ». Et c'est pas tellement la lutte qui m'a parlé, ni le fait d'aller vers le sommet, mais que quelque chose puisse suffire à remplir un cœur d'homme. Donc voilà, et puis plus à la maturité, je dirais, c'est la phrase de Bergson qui définit la vie comme une création continue d'imprévisibles nouveautés. Et je pense que cette phrase, si on se laisse traverser par elle, la vie est une création continue d'imprévisibles nouveautés. Ça peut d'ailleurs ouvrir notre attention à ce qui jaillit de nouveau dans un instant qui pourrait sembler banal ou familier, mais où en fait quelque chose jaillit de nouveau. Donc Merci. on est dans le sujet, c'est une transition. Hein, voilà. Merci, magnifique. J'ai envie de les noter, mais j'ai pas le temps. L'attention, je vous propose qu'on écoute un petit son de Jeanna Cassette-Bon qui s'appelle Les bruits du monde, et on en reparle après. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va. Priorité au direct, on va retrouver l'une des journalistes. Et c'est donc parti pour la journée la plus chaude de cette canicule. Alerte maximale. Ah, il y a la chaleur. Je vous jure, c'est une horreur. Les températures dépassent parfois les 40 degrés. 42,6 degrés. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 49.3. Désirez-vous le ticket de caisse? La réponse est non. Oui, peut-être. Wesh, mon ref, ça va tranquille? Non. Partager des plaisirs simples. Et si c'était ça, le secret du bonheur? Les Français, ils en ont marre. Je pense qu'il faut garder le moral. Je pense que les Français en ont marre de l'ancien monde. Le moral des Français n'est pas vraiment au top. On va en parler avec vous. Je suis la plus heureuse. Impossible. Vous entendez les bombardements. Moi, comme on dit, on est en guerre, hein. Mais nous, on est les plus heureux. Je sais même pas qu'on est. Je le premier. Calme-toi, calme-toi. On n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et vous allez tranquillement inspirer par le nez, sans bouger la poitrine. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Papa, maman, je veux être influenceur. Je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique à mon vagin. Retrouvez-moi désormais sur TikTok. Pensez à appliquer les gestes barrières et lavez-vous les mains. Vous en pensez quoi? Polémique. Vous en pensez quoi? Faut que ça s'arrête. La précarité. L'austérité. Addiction aux écrans. Let's go! N'oubliez pas de manger vos téléphones. Contemplons la nature. Arrêtons-nous. Voilà, en tout cas, je vous aime. Ça fait du bien quand ça s'arrête. C'est CNews? Non, c'est. Il peut y avoir du CNews dedans, mais c'est une composition justement un peu de tous ces bruits, de toutes ces notifications et tout ce qui justement nous capte notre attention et parfois peut nous rendre malades. Et donc on va parler de cette fameuse attention et on va commencer par définir un peu ce que c'est que l'attention. Alors voilà que l'attention est devenu depuis quelque temps un enjeu. Ludovic en parlait tout à l'heure avec Netflix qui souhaite capter notre attention, économique pour les sociétés qui souhaitent se l'accaparer encore et toujours plus pour faire un maximum de profit. Un enjeu social car l'attention est de plus en plus fragmentée, elle détériore les relations humaines. Démocratique car les algorithmes nous enferment dans des bulles. Sanitaire pour toutes celles et ceux chez qui l'attention est troublée et perturbée. Alors du côté du cerveau, ça veut dire quoi tout ça ? Jean-Philippe, est-ce qu'on peut avoir un petit éclairage de quels sont les mécanismes du cerveau impliqués dans l'attention? Peut-être pour commencer. Vous avez combien de temps? Alors, on a 7 minutes. 4 heures.
J'en ai parlé 8 heures en continu jeudi dernier. L'attention, c'est une solution. C'est une solution à un problème, qui est le problème que le cerveau est complètement débordé par la masse d'informations qui arrive. Il ne peut pas tout traiter. Il a une certaine lenteur. Et donc pour ça, il faut un processus de sélection. Donc on va prendre certaines choses, on va les traiter en profondeur pendant qu'on ignore le reste. C'est le système attentionnel, il cherche à ça. Il sert à ça. Ça peut être des choses qui se passent à l'extérieur ou à l'intérieur de soi. En gros, si vous avez compris ça, vous avez compris la base. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'attention se porte toujours vers ce qui est le plus important. C'est sa fonction. Mais la question, c'est qu'est-ce qui est important? Et en fait, la définition de ce qui est important à un moment donné, pour le cerveau, va pas être définie de façon unique par une seule chose. C'est pas comme si on avait un petit bonhomme à l'intérieur de la tête qui décide. Et en fait, ça, c'est un des trucs qu'apportent les neurosciences cognitives, c'est de comprendre qu'on est au moins triple. C'est-à-dire qu'en fait, on est une collection de systèmes en interaction dans le cerveau. Et il y a un de ces systèmes auxquels on s'identifie le plus volontiers, qui est le système dit décisionnel, enfin pour tout ce qui est associé à la volonté. Quand on décide de faire des choses volontairement, on s'associe à celui-là. Mais on n'est pas que ça. On est complété par 2 autres systèmes qui vont déclarer que ce qui est important, c'est tous les trucs potentiellement dangereux, un bruit fort, tout d'un coup il y a un mouvement, des choses que peut-être annoncent quelque chose qu'il ne faut pas ignorer, ce qu'on appelle le système préattentif. Il est tout le temps là comme un petit radar en disant il y a un truc super important, c'est super important, je t'assure. Et il amène. Et puis il y a un autre système qui s'appelle le circuit de la récompense et qui lui est tout le temps à l'affût de petites choses potentiellement gratifiantes. Et à l'inverse, qui essaie de nous éloigner de ce qui est désagréable. Donc ces 3 systèmes, en fait, ils sont en compétition en permanence dans le cerveau, et ça explique à eux seuls quasiment l'intégralité de notre dynamique attentionnelle. Ça va? Oui, c'est très bien, c'est hyper clair. Voilà, si vous applaudissez à chaque fois. Et alors du coup, le système récompensiel, et notamment... la récompense. Voilà, la récompense, voilà, donc c'est un moyen de nous distraire, et les réseaux sociaux, en fait, ils sont vraiment basés sur ce système-là. Et comment ça modifie notre cerveau? Enfin, est-ce que notre cerveau, il est plastique à ça, il résiste, ouais. il change? Alors, vous avez effectivement ce circuit de la récompense qui est en fait stimulé par pas mal de choses. Au départ, c'est un circuit qui nous fait boire quand on a soif. C'est-à-dire qu'en fait, il est plutôt bon pour nous. Il s'est souvenu que c'était bon de boire, c'est agréable de boire quand on a soif. Donc, quand on voit de l'eau, ça va nous inciter à regarder la bouteille, la prendre, etc. Mais c'est également un circuit qui peut être court-circuité directement par des drogues dures, cocaïne, qui vont directement l'activer et qui vont développer des conduites d'autorépétition. C'est-à-dire qu'on va se polariser sur un seul truc. Et en fait, entre les deux, il y a toute une série de choses qui stimulent le circuit de la récompense et qui sont bonnes ou mauvaises selon le contexte. Et notamment, vous prenez un jeu comme Candy Crush, avec des petits trucs rigolos, colorés, qui explosent, etc., avec des petites récompenses parce qu'on réussit. Ça, en fait, ça va stimuler le circuit de la récompense. Les likes vont, tiens, j'ai posté un truc, les gens l'aiment bien, ça va stimuler le circuit de la récompense. Dans certains contextes, c'est bien, parce que c'est quand même bien d'essayer de faire des choses qui sont potentiellement intéressantes pour les autres, quand même, donc d'avoir cette information, mais ça peut créer des polarisations. Et il y a un autre problème, ce circuit de la récompense, c'est qu'il se norme. C'est-à-dire que s'il est très stimulé par un certain type d'activité, si vous adorez votre petit jeu Candy Crush et que vous ne pouvez pas en décoller, il va donner une note très forte à ce truc, il va mettre 20 sur 20, mais du coup, pour bien montrer que les autres choses sont moins intéressantes, il va mettre des toutes petites notes. Donc ce que ça veut dire, c'est que ça crée des situations où en fait on n'arrive même plus à faire attention à des choses qui avant nous intéressaient mais qui ne nous intéressent plus parce qu'elles ont complètement perdu leur saveur par rapport à ce truc auquel on est complètement accro. Donc il y a un vrai enjeu de perte de liberté là en fait. Est-ce que c'est des choses qu'on a notées scientifiquement? Est-ce que la génération là, est-ce que les jeunes, en fait, du coup, ont perdu cette attention-là ou pas? Alors, c'est difficile d'aller faire des expériences avant, après, parce qu'en fait, il y a plein de choses à contrôler. Ce qu'on sait très bien, c'est que si un circuit, quand il est surstimulé, l'appétence pour la gratification à court terme va s'augmenter. Et il va être de plus en plus difficile de contrôler et de se motiver par des choses à long terme. Donc, il y a une bascule comme ça qui s'opère. En gros, plus on lui donne à manger, plus il se renforce. Ça ne veut pas dire que c'est pas réversible, mais il faut quand même se méfier de ça parce qu'on peut se retrouver dans des conduites complètement addictives. Et donc vraiment, encore une fois, perdre de la liberté. Donc il y a toute cette mécanique qui en fait alimente toute une économie, qui est l'économie actuelle de l'attention. Voilà, donc il est important de se prémunir de ça, d'avoir des outils pour savoir reprendre le contrôle de sa propre attention.
Alors dans la perte d'attention qu'on peut avoir, il y a le multitâche aussi, enfin faire 40 choses en même temps. On dit généralement c'est plus féminin que masculin. Alors, je ne sais pas si on a des cerveaux différents ou si c'est... Quand c'est des choses intelligentes, oui. Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Et voilà, est-ce que le multitâche il est réellement possible en étant, enfin, vraiment en captant son attention sur plein de tâches en même temps, ou en fait c'est un mythe? Alors c'est tout à fait possible. Je fais exprès de répondre de façon dans certaines conditions. La première condition, c'est de faire une tâche en étant concentré et où les autres sont automatisés. Par exemple, là, je suis en train de bouger la main pendant que je vous parle. Donc je fais 2 choses en même temps. Mais bouger la main, ça ne me demande pas beaucoup de concentration. Donc ça, c'est possible. Ce qu'on voit, c'est que par exemple, un ado qui regarde YouTube, qui en même temps fait des textos et tout, il est entièrement dans des automatismes. Même ce qu'on voit très bien avec, même je trouve ce que montre l'IA, c'est qu'on peut aller assez loin dans des formulations qui ont l'air intelligentes, en fait, juste en répondant par des régularités statistiques, par automatisme, en fait. Et donc, on peut donner l'impression de parler de façon intelligente, mais on est vraiment pas du tout concentré sur ce qu'on dit. Donc c'est ce que va faire typiquement l'ado, il va enchaîner les automatismes. Chez quelqu'un qui maîtrise bien son attention, il y a une possibilité d'avoir une certaine fluidité attentionnelle. Par exemple, un enseignant va être capable de surveiller sa classe tout en ayant en tête le fil de ce qu'il veut dire, etc. Mais c'est plus un jonglage rapide que vraiment du multitâche. Parce que si vraiment on regarde sur quelques secondes, en même temps, là, il y a vraiment un problème de goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'à un moment, vous faites fonctionner les mêmes zones du cerveau pour faire 2 choses et ça marche pas. C'est comme, si on peut faire l'expérience, c'est de regarder à gauche et à droite en même temps. Eh ben, ça va coincer. Eh ben, il y a la même chose dans le cerveau, mais simplement on ne le voit pas. Dans la salle, tout le monde a fait comme ça. Ouais. Voilà. Quand c'est avec les muscles, on s'en rend compte. Quand c'est dans le cerveau, ça se voit pas. Mais en fait, c'est le même système. À un moment, ça coince. On demande à la même chose de faire, aux mêmes structures de faire 2 choses et ça coince. Donc la réponse, c'est non. J'avais commencé à dire oui, maintenant c'est non. Ok. C'est ça, ouais. Est-ce que le stress et l'anxiété ont un impact sur l'attention? Oui, positif. Non, je fais toujours exprès. Hein. Oui, alors bon, c'est trop facile. Hein, ouais. Non, en fait, parce que généralement, quand on est bien éveillé, le stress va plutôt inactiver le cortex préfrontal, qui est à l'avant du cerveau, derrière le front, et qui est en charge de la stabilisation de l'attention, etc. Donc ça le rend totalement inefficace. Donc ce que vous allez remarquer, c'est que votre attention, elle va commencer à s'engluer, se polariser sur des trucs, en ce qu'on appelle l'attention tunnel. Vous allez être dans des comportements complètement automatiques, impossible de planifier, etc. Donc la cata. Donc très mauvais pour l'attention. Par contre, si vous êtes complètement endormi, une petite dose de stress, ça va plutôt vous réveiller. En fait, c'est une courbe on dit en U, inversée. Moi, je trouve que c'est une cloche. C'est-à-dire que voilà, vous en mettez un peu, ça vous amène en haut. Et puis après, si vous en mettez trop, à nouveau, vous êtes inefficace. En gros, le sommeil et aussi, enfin la fatigue a produit un effet similaire. Trop de fatigue, plus de cortex préfrontal. Et est-ce qu'on est tous égaux biologiquement sur l'attention? Non, on n'est pas, pour plein de raisons. Il y a des facteurs génétiques. En fait, comme tout système biologique, il y a une variabilité. Il y a des gens qui sont petits, des gens qui sont grands et tout. Bon, bah, c'est la même chose. On n'a pas un même système unique qui fonctionne exactement de la même façon. L'attention, ça dépend par exemple de certains neurotransmetteurs qui sont plus ou moins présents chez certains cerveaux. C'est extrêmement plastique, ça se développe. Je pense que c'est toute une application comme Petit Bambou est basée là-dessus, c'est que c'est plastique. On peut améliorer sa concentration, son attention. Donc ça va faire qu'il y a plein de variations. Ça dépend de la valeur qu'une famille va donner à l'attention. Si vous êtes dans une famille où tout le monde au dîner a son téléphone et que visiblement l'attention ça a aucune valeur, tout le monde s'en fiche. Bon bah l'enfant il reçoit ce signal, voilà. Si vous lisez l'histoire quand il est tout petit, que dès qu'il tourne la tête, vous arrêtez, vous attendez qu'il fasse à nouveau attention, là vous signifiez que l'attention c'est important dans cette famille-là. Donc tous ces facteurs vont faire que d'une personne à l'autre, ça va changer. Merci beaucoup pour cette première introduction autour du cerveau. Frédéric et Charles, est-ce que vous voulez réagir à ce que vous avez entendu? Mais avec plaisir, j'ai trouvé ça passionnant et très, très clair. Et surtout, ça donne beaucoup d'espoir parce que ce qu'on comprend bien derrière le descriptif, c'est la possibilité de cultiver l'attention, c'est la possibilité d'avoir une histoire et de travailler cette faculté d'attention. Et donc on est rassuré que ce soit possible du point de vue neuroscientifique. Et moi, c'est tout mon travail, philosophiquement, de montrer comment on ouvre sa qualité d'attention, comment on est disponible, comment on est présent, et comment d'ailleurs ça engage tout un rapport au monde, de se rendre disponible au surgissement de quelque chose que peut-être on n'attendait pas. J'avais beaucoup travaillé dans mon précédent livre, La rencontre, sur le fait que la vraie rencontre,
C'est la rencontre de ce qu'on n'attendait pas, c'est la rencontre de l'inattendu, et que précisément, parfois, on rate parce qu'on n'est pas attentif, et après on se plaint d'être seul, et on se plaint d'avoir rencontré personne, alors que la personne, elle était là, on n'était juste pas capable d'être attentif au présent. Et donc voilà, et j'aime bien aussi cette idée que tu as annoncée de la plasticité cérébrale. Alors moi, je suis pas du tout scientifique, mais pour mon dernier livre, j'ai été tellement conscient de mes lacunes que je suis allé avec Lionel Nakache à l'Institut du cerveau, et je lui ai dit, voilà, j'ai envie de dire ça et ça, est-ce que c'est possible, quoi, par rapport au cerveau? Et la plupart de mes questions, elles portaient sur ce que tu disais, la plasticité cérébrale, l'attention, le circuit de la récompense. Et à chaque fois, il me faisait un petit cours, quoi. Et du coup, c'est très rassurant parce que cette plasticité cérébrale, elle est complètement dingue. Je parle sous ton contrôle, mais c'est rassurant. Si vous souffrez, parfois vous dites, voilà, c'est dingue, je suis complètement éparpillé, j'ai un trouble de l'attention, en plus c'est la mode, le TDAH, etc. J'arrive pas, il y a mon amoureuse qui me parle, j'arrive même pas à l'écouter, je suis sur mon téléphone. Et ben en fait, ou alors si vous avez des schémas handicapants qui viennent du passé, des névroses qui reviennent, des trucs un peu bloqués, c'est un peu la même question. Quand on comprend ce que c'est que cette plasticité cérébrale, on a vraiment plein d'espoir. Parce que, je vais le dire grossièrement, mais en gros 85 milliards de neurones, beaucoup plus de connexions entre les neurones et les synapses, je crois, et tout ça est tout le temps en train de se réinventer, de se reconfigurer, de se retisser. Donc on n'a pas de raison de rester figé dans l'inattention, on n'a pas de raison de rester traumatisé par le passé, par exemple. Et le présent est là, prêt à être cueilli, prêt à être accueilli. Après, moi j'ai développé une thèse, j'aimerais bien avoir votre avis, qui est que dans la... Mais c'est peut-être pas le moment. Hein. On verra, ouais. on peut tenter, et puis voilà. Enfin, j'ai développé 2 idées qui sont absolument non scientifiques, je ne sais même pas si c'est vrai, mais moi je les défends depuis longtemps. La première idée, c'est que dans la présence, il y a de l'absence, et que c'est pas grave du tout. Par exemple, quand on contemple un tableau, un paysage, ou même quand on fait l'amour, on est à la fois très présent, mais on est quand même un peu absent, quoi. Et c'est très bien comme ça. Et moi, je supporte pas les gens qui, vous savez, vous leur parlez, et puis ils sont un peu psychorigides de l'attention, ils disent « Regarde-moi dans les yeux », puis ils vous fixent comme ça. J'ai envie de dire « Vas-y, détends-toi, je peux te parler en pensant à un truc en même temps, j'ai le droit, ne m'agresse pas avec ta demande d'attention ». Donc une présence-absence que j'adore, et que j'ai vu beaucoup dans la poésie. Et puis aussi... je pense que quand on s'est absenté, le retour à l'attention, c'est un peu ce que tu évoquais déjà, il est fort dans le moment du retour. Je me suis un peu absenté, mais soudain je suis revenu. Et là, il y a une acuité de présence. Et je l'ai aussi beaucoup vécu comme prof de lycée. Comme je le disais tout à l'heure quand on préparait, moi j'étais très détendu avec mes élèves, je leur disais... Même certains élèves voulaient dessiner parce qu'ils étaient très bons en dessin, puis les autres profs disaient « Mais non, c'est le manque de respect ». Moi je disais « Pas du tout. Tu dessines. Tu m'écoutes en même temps. » Et ça marchait très bien, en fait. Donc je pense que ce serait intéressant, comme je crois que c'est un peu notre sujet, ouais. L'attention, c'est pas nécessairement une concentration focalisée. On peut avoir une attention, je trouve, un peu flottante, un peu traversée d'absence, qui fait que finalement, on est quand même vraiment là. Voilà, c'est une idée comme ça. Vous êtes là? Quelqu'un gribouille? Non. Frédéric, est-ce que tu veux rebondir ou on enchaîne sur... En fait, je ne vais pas rebondir sur tes théories parce que je ne sais pas, mais j'ai juste... oui, je ne sais pas, donc voilà. Je fais ce que Ludo a dit, on a le droit de dire qu'on ne sait pas. Mais j'avais juste envie de rebondir déjà sur les bruits qu'on a entendus tout à l'heure. Je pense on se rend compte à quel point c'est une pollution. Et alors qu'on était très bien là, tous ensemble, et d'un coup on a ce truc-là. Et je pense que ça, déjà, prendre conscience de ça et essayer de s'en extraire le plus régulièrement possible, c'est déjà vraiment un enjeu de santé mentale, je pense. Et il y a une autre chose sur laquelle j'avais envie de réagir, c'est qu'on parle énormément de ce circuit de la récompense. C'est vraiment quelque chose qui a été identifié et du coup beaucoup mis en avant. On parle beaucoup moins souvent de l'efficacité de la peur. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, ce sur quoi il joue. C'est pas que sur la récompense. C'est la valence émotionnelle en général. Voilà. Et donc, en fait, comme on a ces réflexes qui sont là pour nous protéger, on est censé faire attention aux dinosaures d'à côté, etc. Enfin, c'était comme ça qu'on était fait. Et donc, tout est là aussi pour exacerber la peur,
pour d'un coup capter notre attention. Et là aussi, grand danger, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les médias, la plupart du temps, et notamment dans la manière de traiter l'information, ça va être éminemment anxiogène, parce que, évidemment, que ça va faire de l'audience. Donc, breaking news à tout va, caricature, roulement de tambour, et on en fait des caisses. Et sauf que, eh bien, on diffuse à grande échelle la peur dans les cœurs, dans les esprits, et la peur, c'est la pire des conseillères. C'est pas seulement que la peur paralyse, parce qu'il y a cet adage, c'est que la peur déshumanise. C'est-à-dire que moi, j'ai coutume de dire que le véritable ennemi de l'amour, c'est la peur. Alors que très souvent, voilà, dans l'imaginaire populaire, on se dit, le contraire de l'amour, c'est la haine. Mais la haine, si on y réfléchit bien, très souvent, c'est de l'amour blessé. Donc c'est un peu l'autre facette d'une même médaille. Le véritable ennemi de l'amour, c'est la peur. Comment je vais partager si j'ai peur de manquer? Comment je vais m'approcher du voisin si j'ai peur qu'il m'attaque? Et donc quand on a une influence si énorme de la sphère médiatique et informationnelle pour vraiment distiller la peur dans nos cœurs, eh bien ça nous empêche d'aimer. Après, il ne faut pas s'étonner de la gueule du monde en ce moment. Voilà. Ouais. Très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Parce qu'on n'a pas le temps. C'est pour une transition sur le chapitre d'après. Non, c'est pour te dire, effectivement, enfin, je fais court, je simplifie. Circular Récompense, il est sensible à la valence émotionnelle positive-négative. Et il y a une petite structure qu'on appelle l'hippocampe, qu'on commence à bien connaître, avec des petites structures autour, qui en fait, quand on est confronté à des informations comme ça, très émotionnelles, vont les rejouer en boucle. Et après, on sait que ces concepts vont être surreprésentés, et c'est ceux auxquels on va penser le plus souvent de façon spontanée. Donc en fait, notre vie mentale va devenir complètement envahie par ça, et à la fin, on va se retrouver à plus penser dans une journée à Trump ou à Musk qu'à ses parents. Voilà. Alors pour penser plus à ses parents et prendre plus de temps avec eux, on va passer au chapitre espace-temps. Comment récupérer du temps et vivre plus pleinement. Les études sur le temps, il y en a plein et tout le temps. La plupart s'accordent sur une chose, le temps est précieux et il nous échappe trop souvent. Alors pourquoi est-ce qu'on le perd? Pourquoi on ne le prend pas? Pourquoi il nous file entre les doigts? Comment faire pour revenir au temps présent? Alors pour commencer, je voulais vous faire réagir sur des citations. Donc j'en ai 5, vous êtes 3, je vous les lis, vous en choisissez une et vous la commentez, ok? Alors, mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contre-temps. Françoise Sagan. Qui a le temps à la vie? Un illustre anonyme. Que de temps perdu à gagner du temps? Paul Morand. Il faut laisser le temps au temps. Jacques Lang. Il faut donner du temps au temps. Cervantes. Je vous les repasse ou vous les avez en tête? Vous avez déjà choisi? Moi, j'ai choisi Françoise Sagan. Moi, j'ai choisi l'illustre inconnu. C'est bon. C'est bon. Alors, on peut commencer. On commence par l'illustre inconnu? Oui. Ok. Et il faut la commenter, du coup. Ah, parce que d'accord. Sinon, c'est une belle idée qui a le temps à la vie. Et plutôt que de théoriser, parce qu'on pourrait dire 1000 choses sur le temps, la définition du temps, je voudrais juste vous donner un exemple concret de comment le temps nous rend vivants quand on sait le prendre, mais de façon extrêmement simple. Vous avez parfois, vous êtes dans votre vie quotidienne et vous avez un bon souvenir qui arrive. Un bon souvenir d'un temps lointain. Et par exemple, vous étiez jeune, mais vous ne l'êtes plus. Ou alors vous étiez marié, heureux, mais vous avez divorcé. Et donc, ce bon souvenir surgit, mais vous ne prenez pas le temps de l'accueillir, parce que vous êtes éparpillé, vous êtes en train de faire des choses, et donc, vous ne l'accueillez pas. Il a juste le temps de vous mordre de façon ultra désagréable, comme une morsure de nostalgie amère. C'était ma jeunesse, elle est perdue, c'était mon couple, on a divorcé. Et vous êtes de nouveau, votre attention est appelée par autre chose, et donc vous vivez un moment désagréable pour 2 raisons. Le souvenir heureux pourtant vous rend désagréablement nostalgique, et après vous passez à autre chose. Mais si vous vous souvenez, comme le dit l'inconnu, que le temps c'est la vie, et que vous prenez, allez, 2 minutes, pas 20 secondes, mais pas 1 heure, 2 minutes. Je vous propose même de le faire plus tard avec votre téléphone. Mettez un réveil 2 minutes après. Vous allez voir que c'est long. Pendant 2 minutes, arrêtez de bosser, bien sûr. Fermez l'écran de votre ordi, etc. Et pendant 2 minutes, donnez du temps à ce bon souvenir.
Et vous allez voir qu'en 2 minutes simplement, que vous pourriez perdre en faisant n'importe quoi, en checkant des mails inutiles, en 2 minutes, vous êtes rempli de la vie du passé joyeux, redevenu présent. En simplement 2 minutes, vous métamorphosez une nostalgie déprimante en une jubilation retrouvée de la joie passée. Et c'est 2 minutes de présence, en fait. Moi, j'appelle ça une méditation du souvenir, mais on peut appeler ça autrement. Et vous allez voir que ça change la vie. Et c'est là qu'on comprend que 2 minutes pleinement vécues, d'attention, eh ben, c'est énorme. Et c'est ce que Bergson appelait la durée subjectivement vécue, pour la distinguer du temps que mesure l'horloge. Parce que l'horloge mesure le temps, et bien parfois 2 minutes, quand on s'ennuie, une conférence hyper chiante, ça dure 1 heure, et quand c'est passionnant, ça dure 1 seconde. Donc nous, les humains, on a la possibilité de rendre le temps élastique et de le rendre vivant, tout simplement. Et la clé, ben c'est la qualité d'accueil, la qualité de présence. Donc voilà ce qu'on appelle savoir se réjouir à la flamme des bonheurs passés, et pour ça, prendre juste 2 minutes. Voilà ce que m'a inspiré cette phrase. Merci. Ça me fait penser, je crois qu'il y a un proverbe africain qui dit nous on a le temps et vous avez l'horloge. Hein, c'est excellent, je ne connaissais pas, mais c'est très beau. Ouais. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais enfin, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai pas envie de dire grand-chose sur la citation de François Sagan. En fait, j'ai jeté mon dévolu dessus parce que justement, elle est punk. Vraiment. Et quand même une vie incroyable. Et j'aime effectivement ces gens qui sont décalés, qui arrivent à se détacher voilà, du côté réputation, machin, alors qu'elle avait un succès fou, et ben, elle avait une vie sauvage, wild, et voilà, j'adore. À contre-temps. J'en prends 2, je les mets ensemble. Allez. Que de temps perdu en gagner, et il faut laisser le temps au temps. Alors, qu'est-ce qu'être neuro ? C'est juste pour dire qu'il y a des processus cognitifs qui prennent du temps. Un cerveau, ça peut pas courir. Nous, on peut courir. Un corps, ça peut courir. Un cerveau, ça peut pas courir. Si je veux accéder au sens d'un mot, j'ai un mot qui m'apparaît sous les yeux. Il me faut 2-3 dixièmes de seconde. Plus court, ça marche pas. Si je veux ce mot me former une image mentale de ce que ça veut dire, si je vois éléphant et que je veux commencer à visualiser un éléphant, ça prend un certain temps. C'est pas 0. Donc ça veut dire que si je fais de la lecture rapide d'un roman, parce que je veux aller à toute vitesse, en fait, j'aurai une lecture qui sera complètement différente de celle où je prends du temps, tout simplement. Si je regarde une série Netflix en ayant appuyé sur le bouton x2 pour pouvoir regarder 2 épisodes dans le même temps qu'une, en fait, je ne vais pas regarder le même épisode. Il y a plein de processus qui n'auront pas le temps de se faire. Je ne vais pas pouvoir me laisser envahir par le sens, l'intrigue, les tensions, tension-résolution comme en musique. Ça va fonctionner différemment. Donc en fait, il faut accepter la lenteur. Le cerveau, il a des temps incompressibles, mais qui ne sont pas incompréhensibles. Et ce qui lui permet de savourer. C'est intéressant parce que moi, j'ai appris il y a quelques mois, et j'ai trouvé ça juste hallucinant, c'est que les jeunes, aujourd'hui, il y a plein de jeunes, ils écoutent des morceaux de musique en accéléré. Et là, si vous voulez, là, c'est consternant. Là c'est perdu, là, c'est mort. Là, c'est terminé. Là, j'arrive même plus à comprendre. Quoi. Autant on comprend qu'ils écoutent les messages de leurs parents en accéléré, mais la musique, c'est dommage. C'est hallucinant. Où est-ce que tu savoures, où est-ce que... Ouais, voilà. C'est fou. C'est vrai que c'est flippant. Et dans ce que tu disais qui est passionnant, c'est quand tu dis c'est l'occasion de savourer, de ne pas accélérer le temps du cerveau, mais c'est surtout qu'on va plus vite in fine. Parce que si on veut, c'est ça la phrase, si on veut aller trop vite, en fait, on va cramer les étapes et on va mal le faire, et on va reprendre le boulot et finalement on va aller... Exactement. C'est le lièvre et la tortue au fond de La Fontaine. Et ça, vous savez, parfois vous demandez à quelqu'un comment il va, et il répond c'est la course. Moi j'ai envie de lui dire mais vas-y arrête de courir. En fait c'est toi qui décides de courir. Et cette réponse je la trouve incroyable, et presque comme si ça devait suffire et que ça se passait de justification. Et j'ai l'impression que on va souvent beaucoup plus vite en acceptant d'être lent. Hein. Festina lente, non ? Hâte-toi lentement ? Ouais, c'est ça. C'est ça, hâte-toi lentement. Après, juste une petite remarque marrante. Dans votre préparation, vous avez quand même, il faut quand même savoir que Sagan et Morand étaient copains et qu'ils ont cramé la vie à toute vitesse. et c'est quand même assez marrant de les avoir pris comme des... Ils disaient qu'ils prenaient le temps, mais en fait, ils étaient ultra pressés de vivre, de réussir, de s'amuser. De cloper. Ouais, voilà, c'est marrant. C'était pas les plus sages non plus, quoi. C'est ça que j'aime bien. Ouais. Parce qu'autrement, si c'est alors on est que zen et on fait que des trucs bien comme il faut et tout,
Voilà. Donc prenons notre temps de déconner. Et d'ailleurs, je voudrais dire un truc, tu me dis si je suis trop long, et c'est que ça m'a inspiré, parce qu'après on n'aura peut-être pas l'occasion d'y revenir. Quand tu dis hâte-toi lentement, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui nous rassure aussi, c'est qu'on peut ralentir plus vite qu'avant. C'est-à-dire qu'on est plus capable, on est plus speed, mais, et aussi avec les ados je me rends compte, on est capable de changer de mode plus rapidement qu'avant. Et donc de retrouver une qualité de présence et d'attention plus rapidement, à mon avis, que l'humain d'il y a 50 ans, qui était moins sollicité par tout ce qui attire notre attention. Je sais pas si c'est vrai, ça. On part de plus loin, donc c'est plus... Peut-être, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est constamment inattentif, quand on devient attentif, ça se voit. Ouais, on le ressent en tout cas. Ouais. Donc tu crois que je me trompe? Tu penses à une agilité, quoi, qu'on serait plus agile qu'avant. Ouais, c'est ça. Ouais, ça dépend qui ça s'acquiert quand même. Je sais pas si les petits jeunes... Ils sont pas meilleurs aux doubles tâches, ça je peux vous le dire. Peut-être que justement, peut-être qu'on a franchi le fameux et que tu vois, et que donc à un moment effectivement on a, c'est mort. Non, et puis il y a autre chose quand même. C'est intéressant dans le débat, c'est que parfois on accuse, on reproche aux jeunes de manquer d'attention, de ne pas être passionnés par leur travail, d'être sur leurs réseaux sociaux, ou alors on reproche à des collaborateurs dans les boîtes, mais il faut voir ce qu'on leur propose aussi. Il y a aussi un moment où ce qui fait que tu es attentif, c'est quand c'est intéressant. Et donc, parfois, j'ai envie de dire à certains collègues profs, c'est peut-être de ta faute, en fait, s'ils ne sont pas attentifs. C'est pas que les réseaux sociaux, c'est pas que leur éparpillement mental. C'est juste que quand on voit ce que tu racontes, on n'a pas envie... Non, mais tu vois, c'est pas une accusation. Et là, ils répondent quoi? Ouais, bien sûr, t'as raison. Ouais. Il a encore plein de collègues profs. Ouais, mais n'interprétez pas mal mon propos. J'ai des collègues que j'adore, je pense qu'un prof sur deux est quelqu'un de génial. C'est pas du tout du bashing contre les profs, mais c'est juste que même en entreprise, ça va être, vous allez l'entendre autrement. En entreprise, parfois, il y a des gens, moi je fais des conférences, et le patron ou le manager, il dit ouais, ils sont inattentifs. Et je trouve que le patron ou le manager, il a juste aucun charisme, on n'a pas envie de l'écouter. Donc en fait, c'est un peu la même idée. Il faut pas toujours accuser les sujets de manquer d'attention. Il y a quand même des circonstances atténuantes au fond, je trouve. Est-ce que vous trois, vous avez la sensation de maîtriser votre temps? Et d'ailleurs, est-ce que c'est bien de maîtriser son temps? Plutôt oui. C'est tout? Ok. Tu veux savoir comment? Ouais, je sais pas. C'est quand même la course. Mais non parce que... je fais exprès, hein. Non, tu vas quand même pas oser me dire que c'est de ma faute. Non. Ce que je veux dire, c'est que, oui, bien sûr qu'on a notre libre arbitre, etc. Mais après, il y a quand même aussi une pression sociale. Tous, on n'a pas le luxe de pouvoir se dire je peux prendre à mon rythme, machin, c'est pas évident. Et donc tout s'accélère autour de nous. Et ça, c'est quand même une réalité. Et justement, on a fait plein de technologies pour encore plus accélérer. Et donc on est sujet à cette pression-là, et c'est difficile de s'en extraire. Donc nous, on essaye de jongler au projet Imagine, mais n'empêche que bien entendu qu'on est quand même, on fait partie du monde comme tout le monde. Donc voilà. Et donc on jongle. En tout cas, au moins on en a conscience. Ouais, c'est déjà pas mal. Non, moi, je suis un peu comme toi, j'ai l'impression parfois de me faire déborder aussi. Toutefois, j'ai quand même j'ai des antidotes, quoi. Donc, l'expérience esthétique, quand je sens que le temps de ma vie s'accélère et m'échappe, je vais vers la beauté, vers l'art, et puis s'intéresser aux autres, quand même, ça... Parce que souvent, on manque de temps, c'est pour soi, on se dit on n'a pas fait ce qu'on voulait faire. C'est très auto-centré. Et vous avez vu, parfois, on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait faire. Et puis finalement, on est sollicité par quelqu'un, un de ses enfants par exemple, ou un ami, et puis c'est plus important. Donc on prend le temps pour l'autre. Et donc finalement, c'est presque une antidote. Ou un antidote, je ne sais plus. C'est-à-dire qu'en fait, on va se dire, bah, ok, j'ai perdu pour perdu, autant que je le donne à quelqu'un, quoi, autant que je m'intéresse à quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est ça qui est beau dans la rencontre des autres. C'est qu'elle nous décentre. Et ça fait tellement de bien de plus s'occuper de soi, au fond, de trouver que soudain, quelqu'un est plus intéressant que moi. Parce qu'on est quand même tous très autocentrés. Et à mon avis, c'est un des secrets de l'attention aussi. La générosité, l'altruisme, ça rend attentif, en fait. Alors, peut-être, vous pourriez vous dire, si vous n'arrivez pas à être assez attentif à des choses de votre vie, soyez attentif à celles des autres, déjà. C'est peut-être plus facile, d'ailleurs. Quel est le plus gros vol de temps, de votre temps, selon vous, dans votre quotidien?
Qu'est-ce qui vous échappe et en fait, ça ne devrait pas, quoi. Qu'est-ce qu'on vous vole? Une réunion? Une réponse rapide. Donc on en a parlé, on plaisantait sur le fait qu'il y avait une réponse bateau assez évidente que je dirais pas, sauf si vous la dites pas. Mais moi, ça a été un moment ce qu'on appelait le micro-working, c'est-à-dire en gros, vous êtes entre deux stations de métro et vous sortez le téléphone en disant, je peux peut-être m'avancer un petit peu. Il y a peut-être 1 ou 2 mails, comme ça me fait gagner un peu de temps. Et en fait, ce que vous gagnez en efficacité, c'est quasiment nul parce que vous allez gagner 1 minute ou 2 à peine. Et en fait, vous mettez une charge, une tension qui est plutôt beaucoup plus fatigante. Donc, vaut mieux garder ce temps pour plutôt récupérer, vous reposer, plutôt que cette tension, cette volonté d'être constamment productif à chaque minute de votre journée. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est un vol de temps. Je sais pas. Charles? Je pense que c'est les infos. Voilà. Je me rends compte qu'en vieillissant, j'écoute de plus en plus les infos. Il faut dire que le monde est quand même assez agité. Et en fait, souvent, je me dis, mais je pourrais être moins informé parce que j'en fais pas grand-chose, en fait. Et donc, ça me vole trop de temps. Et je me dis, il vaudrait mieux que je sois moins connecté aux infos et que j'ai plus de temps pour lire, pour faire autre chose, ou écrire, ou travailler. Parce que finalement, ça changerait pas grand-chose au monde que je sois informé un jour sur 3, quoi, en gros. Et d'ailleurs, c'est quelque chose... Moi, je souffre de ça aujourd'hui, mais par le passé, j'ai vraiment... j'ai pas souffert de ça. J'étais très déconnecté de l'info, et c'est ce que je disais aux gens, à mes élèves, à des gens dans les conférences. Je leur disais, mais franchement, limitez les infos, et surtout pas le matin, et faites autre chose le matin. Et j'avoue que je suis un peu rattrapé par ce que je combattais. Il faut dire que le monde va très mal, mais c'est assez passionnant comment il va mal, je trouve. Là, c'est quand même très chaud ce qui se passe. Donc c'est difficile. Là, on a un feuilleton chaque jour. C'est difficile de pas être intéressé. Donc je me surprends à être content d'écouter les infos le matin en me disant, putain, qu'est-ce qui va encore se passer? Alors qu'avant, je mettais un point d'honneur à écouter de la musique en me prenant un café pendant 1 heure, à ne pas être au courant du fracas du monde, quoi. Donc je sais pas si je vieillis ou si j'ai démissionné par rapport à ce qui fut mon éthique et mon esthétique, mais en tout cas, ça me vole trop de temps. On a écrit un article qui s'appelle « Les 10 choses à faire avant d'allumer son portable le matin ». Voilà, si vous avez envie de le lire. Comment différer ce moment où on va allumer son ordinateur ou son portable. Le recharger? Ouais, ça le... Attends, alors du coup, vous n'avez pas dit le truc. Moi, je pensais à la publicité. Ah oui. La publicité. En fait, la publicité, c'est un voleur de temps évident. C'est-à-dire dès qu'on est confronté à la publicité, en fait, il y a un automatisme de lecture qui fait que quand votre regard se pose sur des mots écrits, en fait, ça fait un son dans votre tête. C'est-à-dire que si vous aviez une pensée, elle est interrompue par cette pensée-là qui prend le relais. Donc ça, c'est vraiment un vol de temps. Et avant, il y avait l'argument des publicitaires qui disaient, mais en fait, les gens, s'ils veulent, ils regardent pas. On les oblige pas à regarder. Alors si, en fait, on les oblige à regarder. Parce que ça agit sur un système de capture de l'attention qui est bien connu, donc est parmi les forces dont je parlais, qui en fait va se mettre en place automatiquement parce que c'est basé sur un mécanisme de survie et il faut décider de ne pas regarder pour ne pas regarder. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit votre tâche principale, c'est de ne pas regarder la publicité. Évidemment, personne n'est dans cet état-là, donc du coup on est obligé de regarder la pub. Donc ça, c'est un vrai vol. Ah non, c'est passionnant, mais je suis pas d'accord. On peut décider, on peut en faire un combat personnel. Oui, mais il faut le décider. Ouais, il faut le décider. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être planant comme ça, parce que là, du coup, ton attention, elle va se faire calmer. Ouais, mais c'est central. C'est-à-dire qu'en fait, on veut regarder une vidéo YouTube sur une conférence, on va se taper la pub, ou même un film, on va se taper 4 pubs de suite. Et à mon avis, moi, j'ai parfois l'impression que je meurs à petit feu. C'est-à-dire qu'en fait, le temps de vie qui me reste avant la mort m'est volé par ça. J'ai un sentiment d'angoisse atroce, que je vais crever, en fait. En plus, c'est souvent des pubs de merde, ça va horrible et tout. Et ce qui me fascine, mais tu me diras, arrête quand tu veux, c'est que parfois, il y a un chauffeur de taxi, il écoute une radio commerciale. Et donc, en fait, c'est que de la pub. Le temps de talk, c'est 10%. Même quand j'étais invité un jour chez Europe 1, j'ai craqué, j'ai dit, sérieux, il n'y a que de la pub dans cette émission. En fait, je parle 4 fois 2 minutes sur 1 heure, c'est juste de la pub. Je me suis énervé, et le mec, il a compris, il m'a dit, je vais te dire la vérité, ouais, c'est 65%. Donc en fait, c'est n'importe quoi. Et quand on voit le chauffeur de taxi, ou même parfois nous, chez nous, en fait, si tu réfléchis, mais en fait, ce que tu dis est central. Il faut reprendre le pouvoir comme un névropathe et dire, non, j'éteins la radio.
Je n'ai aucune raison de supporter ça. Ça va me faire mourir. Ça n'a aucun intérêt. Tout ça pour des produits qui, en plus, si je les achetais, participeraient au réchauffement, donc à la fin du monde, en fait. Genre, tout va dans le mur, quoi. Il faut renoncer à ça. Et moi, je suis comme un fou quand je suis avec des gens, même dans un café parfois, il y a une radio commerciale et on entend de la pub. Je dis souvent aux mecs, c'est simple, soit je m'en vais, soit on arrête cette pub tout de suite. C'est hors de question qu'on prenne un café en entendant une pub pour but ou autre. Et ça, c'est... Non, ça, c'est vrai que c'est... Et je me souviens que le premier qui m'avait éclairé là-dessus, c'est Michel Houellebecq, alors qui déteste beaucoup de choses, lui. C'est pas un modèle en tout. Qui n'est pas un consumériste. Non, mais un jour, il avait dit, dès le début d'un de ses premiers livres, mais je vomis tout de ce monde, et surtout la publicité. Et en fait, à l'époque, ça m'avait surpris, parce que j'étais moins sensible. Je me dis, mais en fait, il a raison. Et c'est là où moi je trouve que c'est pas que du vol du temps, pour le coup, c'est vraiment une violence, en fait. C'est une violence qui nous est faite. Et je pense que dans cet univers médiatique dans lequel on baigne tous les jours, eh bien, on peut tout savoir sur tout, mais qu'est-ce qui est utile de savoir ? Et c'est exactement le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, c'était tout et n'importe quoi, c'était la guerre, et en même temps c'est la pub, et en même temps c'est ceci et cela. Et du coup, là aussi, hop, ça crée une espèce de relativisme, et on devient un peu insensible à tous. Voilà, ça passe comme ça. Et donc, c'est la famine, mais c'est aussi ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce d'aplatissement comme ça qui, je pense, enlève aussi notre sensibilité, notre empathie. C'est excitant. C'est excitant et ça nous... Moins on le décide, moins on y arrive à le décider. Et ce que je me disais, parce que je n'ai pas fini mon idée sur le chauffeur de taxi, c'est qu'en fait, il a une vie de merde. Que toute la journée, il écoute de la pub, mais sans vraiment l'écouter. Et en fait, tu te dis, mais c'est quoi ma responsabilité par rapport à lui ? Est-ce que je peux pas lui parler et lui dire, mais en fait, tu pourrais décider d'écouter de la musique, tu pourrais décider d'écouter des conférences sur la nature, mais tu ne décides pas. Et après, on a l'air méprisant, nous-mêmes, alors qu'en fait, on est juste généreux. J'ai envie de lui dire, tu pourrais avoir une vie qui n'est pas une vie de merde, mais tu ne le décides pas. Et après, on va me dire, mais oui, mais t'es un privilégié, lui, il souffre. D'ailleurs, pas du tout. Et voilà, je trouve que c'est intéressant, cette notion de décision, elle est centrale. Ouais, c'est ça, mais quand tu finis ta journée de travail, que tu prends le métro, tu vas pas rentrer dans un combat pour ne pas regarder la publicité. C'est là où tu es vulnérable. Et le chauffeur de taxi, il va te dire, oui, mais le calme, c'est fade. En fait, c'est fade, c'est vide, c'est fade. Donc il veut éviter le vide. Oui, bien sûr, mais il trouve que c'est la vie, mais ça pourrait être la vie encore mieux avec d'autres types de radio, d'autres types de sons. Et je comprends très bien cet argument. Alors, dernière question pour le temps, et Charles, tu as déjà répondu. C'est est-ce que vous avez une habitude ou un rituel qui vous permet de ressentir vraiment plus intensément chaque instant ? Donc Charles va demander au cafetier d'éteindre la radio, au chauffeur de taxi d'éteindre la radio. Donc, en gros, tu éteins la radio et ça te permet peut-être d'être plus dans le présent. Est-ce que vous avez aussi des choses que vous faites quand vous sentez cette dispersion et vous dites, ok, voilà, je me recentre, je me remets dans mon présent ? Ça, ce que tu viens de dire. Ok. En fait, oui, ça c'est tarte à la crème, quoi. Effectivement, la méditation, ça fait ça directement. Oui, moi aussi, j'essaye de méditer tous les jours, ouais. Et c'est devenu vraiment essentiel, en fait. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si on avait reformé un tout petit peu sa carapace et on peut à nouveau faire face sans se laisser happer, manipuler, etc., quoi. Et donc, il faut vraiment faire silence en soi, quoi. Parce qu'il y a tellement de brouhaha autour de nous. Moi, j'y suis très sensible, hein. Le son, le bruit... Je pense vraiment dans cette pollution chaque jour. Et il y a eu des études épidémiologiques, etc. là-dessus. Et ça crée plein de vraies pathologies physiques très concrètes, des infarctus, des dépressions, etc. Et en fait, on baigne là-dedans tous les jours. Et c'est la pollution dont on ne peut pas se prémunir. Moi, je mets juste les deux pieds par terre. Enfin, je me mets droite, quoi. Je me remets c'est une posture qui me permet de me remettre dans ce temps. Tiens, je fais une citation rapide. Ouais. C'est un pianiste, un très grand pianiste qui s'appelle Frank Braley, qui m'avait dit que quand il voulait se reconcentrer, il revenait au contact des touches de l'ivoire sur ses doigts. Et du coup, j'ai appliqué ça, parce que moi, je suis quand même beaucoup sur un clavier aussi, mais un clavier d'ordinateur. Et quand je pars trop je ramène au contact des touches du clavier sur les doigts, cette sensation de la pulpe des doigts, et ça me défatigue aussi. Oui, le réel, en fait, tout simplement. Tu reviens dans ton corps, quoi.
Toi, c'est le matin que tu médites? Souvent, c'est le matin, Ouais. ouais, en règle générale. Et c'est vrai aussi, je trouve ça intéressant, l'ancrage comme ça dans le corps, parce qu'en fait, moi, je me souviens, les premières sensations où j'ai vraiment compris que ça y est, je commençais vraiment à méditer, parce qu'au début, comment te dire, t'es là, ouh, ok. Et en fait, ça a été le moment où j'ai réalisé la puissance de l'immobilité. Et il y a vraiment quelque chose d'un coup d'être immobile comme ça, et il y a vraiment quelque chose d'une sensation de puissance, et d'un coup on récupère sa vie, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. Et donc à ce moment-là, on se sent présent. Et vous savez, il y a cette formule qui dit le présent c'est tellement précieux que c'est pour ça que ça s'appelle le présent. C'est un cadeau. C'est trop beau, j'adore. Donc déballons-le, ce cadeau. Eh bien, on va le déballer ensemble. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va rien faire. On va rien faire pendant 3 minutes. Donc je vais mettre mon chrono. Et c'est parti. C'était long? Ça vous a paru long, 3 minutes? Non, en revanche, j'étais assez proche du gong, là. Tu es sourd maintenant, voilà. Mais je pense déjà qu'on peut être reconnaissants les uns envers les autres de ce moment. C'est un moment rare. Et s'autoriser à le vivre ensemble, parce que je trouve qu'à ce moment-là, on se sent très vulnérable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en fait, je trouve que ce qu'on vient de vivre, c'est aussi un moment artistique, c'est une performance.
c'est tellement rare que ça devient une performance. Je pense à Marina Abramovic qui a fait beaucoup de performances de ce type-là, par exemple. Elle avait notamment fait une performance où elle était seule comme ça et elle invitait le public, chacun leur tour, ils pouvaient venir s'asseoir devant elle et il fallait rester totalement en silence en se regardant droit dans les yeux pendant de longues minutes. Et évidemment que ça crée quelque chose d'incroyable. D'un coup, il y a des émotions qui passent et qui sont juste bouleversantes. Et je vous dis ça parce que n'hésitez pas pour le coup, si ça vous dit de retrouver la vidéo, mais il y a eu un moment magique où à un moment, il y a eu son ancien amoureux et elle ne savait pas qui serait là et qui donc vient d'un coup s'installer devant elle et on voit leur regard au fur et à mesure des minutes de cette joie de la retrouvaille, du mystère. Enfin, c'est extraordinaire, tout sans mots. Je peux vous dire, j'en ai encore les frissons quand j'y repense. Donc tout ce qu'on peut vivre dans le silence, quoi. Alors on va passer maintenant au corps, enfin à l'espace lieu, son environnement immédiat, ses lieux de vie. Et si reprendre le contrôle de notre attention, c'était avant tout se reconnecter à soi. Dans un monde saturé de distractions, nous passons trop de temps ailleurs, dans des écrans, nos pensées, nos urgences, et on oublie d'habiter pleinement notre propre existence. L'attention, ça peut être aussi de se reconnecter à soi, son corps, sa chambre, son jardin, ses lieux de vie, se sentir vivant et vivante là où l'on est, renouer avec une forme d'ancrage essentiel. Retrouver son espace-lieu, c'est arrêter de marcher à côté de ses pompes pour ressentir le monde sous ses pieds. Alors là, on va se remettre en mouvement, et moi je vais me lever. Et vous aussi. On va se faire un petit sondage dynamique. Je vais vous poser des questions, et quand la réponse est chez vous, vous restez debout, et quand la réponse est ailleurs, vous pouvez retrouver votre chaise. Ok ? Debout chez moi, assis ailleurs. L'endroit où vous vous sentez le plus vivant et vivante. Debout, c'est chez vous, assis, c'est ailleurs. Eh ben, on fait des espèces de positions, voilà. Voilà. Très bien. Vous pouvez vous relever. Là où vous avez envie d'aller quand vous êtes triste. Debout chez vous, assis ailleurs. L'endroit où vous avez envie d'aller quand vous êtes triste. Est-ce que vous avez envie d'aller chez vous, de vous réfugier chez vous, ou au contraire, vous avez envie de sortir et d'aller ailleurs que chez vous? On fait des squats aussi, hein, c'est le principe. Très bien. Le travail, c'est mieux. Chez vous ou ailleurs? Chez vous debout, assis ailleurs? Non, c'est trop facile, il faut choisir. Ouais. Donc là, globalement, le travail, c'est mieux au travail, quoi, si je vois l'assistance. Très bien. On peut se relever. Quand vous avez une journée de libre, vous préférez rester chez vous ou partir ailleurs? Ok, donc là, on va plutôt serrer ailleurs. C'est la dernière fois qu'il y a ce joker, hein, je préviens, là, il va falloir... Très bien, on peut se relever. La soirée idéale, elle se passe chez vous ou ailleurs? Oui, alors ça dépend chez qui, d'accord. Bon, disons que cette soirée est réussie, quoi. Ok, donc il y a quand même des organisateurs de fêtes, il faut le savoir. Très bien. Dernière question. Quand vous vous souhaitez déconnecter, vous restez chez vous ou vous allez ailleurs? Très bien, merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair et vous pouvez vous asseoir. Vous qui avez pu voir ce sondage dynamique, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça marrant et je suis un peu perdu parce que j'adore être chez moi, mais j'étais ailleurs tout le temps là. Donc, et donc, ça te fait penser à quelque chose? Oui, mais je crois que... Oui, ça me fait penser à quelque chose. C'est que j'ai l'impression que se sentir chez soi quand on n'est pas chez soi, c'est peut-être la vraie confiance. Voilà. Se sentir chez soi ailleurs, en gros. Donc chez les gens. Moi, j'arrive chez les gens et je vois le courrier et je crois que c'est pour moi. Donc c'est une vraie pathologie. Il faut que j'aille vérifier
Je dois aller vérifier. Mais après, je suis conscient que c'est bizarre, donc je m'en excuse. Et si j'ai pas vérifié, qu'il n'y a pas mon nom, je crois que c'est pour moi. Comme Pierre Richard, quand il se trompe d'appartement, il se trompe d'étage. Dans le distrait. Vous, qu'est-ce que vous avez vu dans ce sondage? Est-ce que vous êtes reconnu? Est-ce que vous étiez en décalage? Après, c'était quand même pas totalement tranché, mais voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient saillantes pour vous et que vous avez envie de commenter? J'ai vu qu'on bougeait, c'était agréable. Enfin, ouais. On restait plus assis. Voilà, ça fait du bien. Non, mais Frédéric, je peux te poser une question quand même. Parce que tu étais particulière, tu n'as jamais tranché. Jamais. Ça s'interroge, non? Je ne tranche pas. Ouais. Mais je pense que je suis chez moi, en moi. Mais vraiment. Ouais. Et donc, je ne suis nulle part chez moi et en même temps, je suis partout chez moi. D'accord. Ouais. Je fais une pause. Ouais. Mais d'ailleurs, c'était ta question quand même, quand tu disais au début, retrouver son corps, c'est retrouver la relation à soi. Et tu avais l'air de dire que c'était peut-être ça la vraie présence. Moi, je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est peut-être parfois plus facile de retrouver la relation au monde, à la nature, aux autres aussi, et que le soi est beaucoup plus dur à trouver. Enfin, j'ai l'impression que on retrouve plus facilement de la présence dans la relation à autre chose qu'à soi, dans la relation à soi véritablement. Et d'ailleurs, même quand on médite, moi je médite pas beaucoup, moins que vous visiblement, mais quand on médite, on n'est pas que avec soi, on est aussi dans le monde, on n'est pas seul avec soi-même, non? Si? Bah, ce qui est rigolo, c'est quand la frontière commence à être un peu floue, quoi. Alors, on peut peut-être parler aussi de place. Voilà, comment est-ce qu'on sait si on est à sa place? Comment est-ce qu'on prend sa place? Est-ce que ça résonne chez vous, cette quête d'être à la bonne place? Je vais raconter une anecdote. Moi, j'avais fait un reportage chez des moines brasseurs. Et en fait, on était au réfectoire, il y avait une énorme table, comme ça, enfin une table de moines. Et puis, ils me racontaient qu'ils étaient rangés, enfin, ils mangeaient toujours à la même place, et c'était du plus âgé au plus jeune. Et je leur dis, mais c'est ultra flippant votre truc, quoi. Enfin, manger toujours à la même place. Et ils me disaient, ben non, dans cette société où on est tout le temps en train de chercher notre place, en fait, pour une fois, on n'a pas à se poser la question, quoi. Bon, voilà. Donc, est-ce que cette histoire de place, c'est un sujet aujourd'hui dans la société? Est-ce qu'il y a moyen de la prendre comme ça, de manière un peu sereine et apaisée? Ben, moi, je trouve que le problème de la place, il se pose complètement différemment maintenant, dans la mesure où dès lors où on a un double, le corps physique, mais un corps virtuel qui vit dans le monde d'Internet, sur plein d'applis, etc., qui est complètement démultiplié. Tu vois, où est-ce que tu es? Est-ce que tu es là ou est-ce que tu es dans ces sphères? C'est un des problèmes de l'attention. Hein. C'est qu'en fait, du coup, comme on n'est plus en place, on est dans une boulangerie, mais on est aussi à la SNCF où on peut acheter son billet de train. Tu es aussi dans un kiosque à journée où tu peux acheter un journal. Tu es aussi dans un magasin où tu peux acheter des trucs. En fait, tu es partout. Tu n'es plus dans une place, tu es dans toutes les places en même temps. Et donc, comme chaque place t'offre un certain nombre de possibilités d'action, ça pose un problème d'arbitrage et d'hierarchisation qui est infernal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important? Avant, tu allais dans une boulangerie, tu achetais ton pain. Donc, c'était pas compliqué, la vie. Maintenant, c'est pour ça que l'attention, elle est aussi vaporisée. C'est-à-dire que le problème de la prise de décision, c'est hyper compliqué. Et donc, est-ce qu'on arrive à habiter un lieu si notre esprit est ailleurs? Enfin, est-ce que... Bah, avant, c'était imposé par le lieu physique où on était. Maintenant, il faut se l'imposer. D'où l'idée de sanctuaire, de dire, là, je suis dans cet endroit, je ne peux faire que ça. Ouais. C'est tout. Même si c'est un sanctuaire temporel, c'est 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, je ne m'autorise à faire que ceci. C'est tout. Le reste du monde n'existe pas. Je suis vraiment ici, là. Ça veut dire que du coup, on attribue une fonction à un lieu, alors que les lieux, ils sont multifonctionnels. Enfin... Oui, et encore, c'est compliqué. Parce que face à un ordinateur, en fait, un lieu, c'est quoi? C'est une appli. C'est Word, c'est Excel, c'est machin, en fait. La notion de lieu, elle est complètement redéfinie maintenant. Mais on peut revenir aussi à ton idée de décision. C'est-à-dire, je peux décider que puisque maintenant je suis avec des amis, on est bien, de me mettre en mode avion pour ne pas sentir cet appel d'autres places qu'on sent quand même comme une pression. Hein. Une pression parfois un peu désagréable, on le sent. On peut aussi choisir, si on travaille sur ordi, de couper le Wi-Fi. C'est des micro-décisions. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup essayé d'apprendre à mes jeunes élèves.
de se remplir de leur pouvoir de décision. En fait, on peut plus facilement qu'on ne le pense. Et on y prend goût. C'est une reconquête de la liberté, au fond. Et d'ailleurs, l'exemple de la boulangerie est très bon. C'est marrant, je l'ai vraiment vécu ce matin. Exactement. En fait, je prends un petit café, parce que j'avais plus de café chez moi, je devais prendre un train très tôt, etc., pour aller à Lille. Et puis en fait, j'ai regardé l'heure de mon billet de train, en gros, exactement. Alors que je demandais un café à la boulangère. Et franchement, je me suis dit, c'est nul. Je pouvais tout à fait le regarder après en marchant vers la gare. Et je me suis trouvé nul. En fait, j'aurais mieux fait, tu vois, d'être là, de dire merci, de dire bonjour, de prendre mon café. Ça n'aurait rien changé. J'ai pas gagné de temps du tout. J'ai juste été dévoré par la possibilité technique. Voilà. C'est marrant parce que, en fait, vous avez pris le mot place plutôt comme géographie. Alors que moi, j'ai pensé avoir sa place dans le monde, quoi. Comment, hein, donc pas dans le même sens. Et du coup, alors j'aime bien parce que tu as des expressions, Jean-Philippe, quand tu dis c'est ce qui fait que l'attention se vaporise. C'est génial de dire ça, l'attention qui se vaporise. C'est juste une anecdote, mais j'aime bien les mots. Et donc, par rapport à avoir sa place dans le monde, je pense vraiment que c'est une question d'amour, quoi. Est-ce que tu peux prendre ta place dans le monde que si, à un moment, sur ton chemin, il y a au moins eu une personne qui a posé un regard d'amour sur toi, et là, tu existes. Autrement. Et je pense vraiment, ça veut dire, ce que je dis là, ça veut dire aussi que nous avons chacun le pouvoir de donner l'existence à l'autre. Et donc, pour moi, c'est ça, toute la mythologie autour du prochain. C'est celui qui est sur ma route. Voilà, je ne vais pas changer de trottoir. Et à un moment, effectivement, est-ce que je vais autoriser, est-ce que je vais faire une place à cette rencontre? Et quel est le regard? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme message dans le regard que je vais porter sur l'autre? Et en fait, si c'est un regard de considération, si c'est un regard de respect, si c'est un regard qui donne de la valeur à l'autre, eh bien l'autre peut se permettre vraiment d'être quelqu'un qui a une vraie valeur. Et si vous portez un regard vraiment dépréciatif, voire haineux, etc., vous participez à rendre la personne peut-être violente, etc. C'est-à-dire que nous nous construisons dans le regard de l'autre. Et il y a vraiment quelque chose d'un effet miroir. Et moi, du coup, j'aime bien dire, si vraiment on devait pousser l'amour inconditionnel, l'amour universel, etc., c'est « je t'aime parce que je suis toi ». Si l'humanité réussit à faire ça, alors le monde change. Je ne peux pas ne pas réagir. Réagir. C'est marrant parce qu'il y a des accents très sartriens dans ta façon de parler d'amour, très sartrien. Oui, c'est surprenant. Sartrien. Pas sartois. Non. Pas mayennais, non. Pas mayennais. Parce que sartrien, oui. Parce qu'en fait, pour Sartre, on est nulle part. On est dans ce qu'il appelle le néant. C'est l'indétermination. Et paradoxalement, c'est donc ce qui est très angoissant d'être nulle part. Il dit lui aussi, avec des accents très romantiques au fond, que seul l'amour, au fond, me justifie et me fait sortir du néant en me donnant un visage, au fond, en m'arrachant à cette indétermination. C'est un peu ce que tu as dit. Nous donne naissance, finalement. Voilà, nous donne naissance, exactement. Je nais dans ton regard aimant sur moi. Mais, Sartre ajoute, et c'est ça le problème, c'est que du coup, après on va avoir très peur de perdre ça. C'est-à-dire que, puisqu'on existe grâce à ça, du coup on va avoir des peurs abandonniques, on va être jaloux, parce qu'on va se dire, dès que ce regard est moins présent, on est soudain de nouveau dans le néant. Ça, c'est le syndrome de l'orphelin. Oui, tout à fait. C'est le syndrome de l'orphelin. Mais j'ai pensé à un truc quand tu as dit ça, et puis ça vient de partir de ma tête. Si, à mon avis, j'ai vu que tu as eu l'air de réagir par rapport à la peur de perdre cet amour. Et j'ai deviné, mais je me trompe peut-être, que c'est ce qui est beau aussi. C'est une sécurisation, mais qui est un peu insécure. Ah non, je sais ce que je voulais dire. C'est pas du tout ça. C'était une méthode. C'était pas du tout ça, Charles. Ouais. Mais c'était peut-être pas ça, mais ça a marché. Mais j'aime bien, il essaie de rentrer dans la tête et tout. Non, en fait, ce que je dis, c'est que ce que je viens de dire par rapport à le regard que l'on porte sur l'autre, qui donc peut le transformer dans un sens ou dans un autre, c'est toute l'histoire que l'on a avec Victor Hugo, Les Misérables. C'est-à-dire que le moment Jean Valjean qui devient un héros, c'est parce qu'à un moment, ce prêtre va porter un regard d'amour
lui qui était le délinquant, le gars voilà, qu'on mettait en prison, etc., enfin au bagne, d'un coup, il découvre que quelqu'un le regarde avec considération, avec amour, et il devient le héros. Eh bien, c'est vraiment cette transformation-là. Moi, je sais que quand j'ai découvert Les Misérables, alors que j'étais toute jeune, ça a bouleversé ma vie. Et je pense ne pas être la seule, parce que c'est un tout petit succès de librairie quand même. Et donc, pour moi, il y a quelque chose de fondamental là. Et si on s'approprie ça, alors ça change tout, parce que ça veut dire qu'à chaque instant, nous avons une responsabilité. Parce que la prise de conscience s'accompagne toujours de la responsabilité. Et donc, à partir du moment où vous savez que le regard, la qualité du regard que vous allez porter sur les autres, et ça peut être une microseconde. Moi, je dis toujours, vous êtes dans la rue et vous croisez des gens. Peut-être vous faites la gueule, et en fait, vous allez croiser quelqu'un qui est justement suicidaire à ce moment-là. Vous n'en saurez rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne l'avez pas ramené vers la lumière. Et si ça se tombe, vous lui aurez fait un petit sourire, peut-être que ça aurait été le truc d'accroche qui fait qu'il allait changer sa trajectoire. Je fais exprès quelque chose d'un peu dramatique, mais je veux dire, nous ne sommes pas isolés les uns des autres. Nous sommes une humanité, et donc évidemment, nos interactions vont nous permettre de grandir ou de rétrécir. Et de même, nous, au projet Imagine, j'ai coutume de dire qu'on raconte des histoires, nous sommes des conteurs. Et pour moi, la culture, c'est ça. On mène une bataille culturelle. La culture, c'est la capacité à raconter notre histoire, qu'elle soit individuelle ou collective. Et pourquoi ? Parce que c'est tellement puissant de raconter une histoire. On peut se reconnaître dedans, on est rejoint, on se plonge dedans, et donc, c'est là où on se retrouve, quoi. Et donc, cet effet miroir. Et donc, en réalité, nos histoires ne sont pas séparées les uns des autres. Nous sommes dans un scénario, tous ensemble. Et donc, il y a des histoires qui élèvent et il y a des histoires qui abaissent. Et aujourd'hui, me semble-t-il, c'est notre lecture à nous au projet Imagine, je pense qu'il y a beaucoup plus de moyens donnés aux services d'histoire qui nous rabaissent, qui viennent flatter les bas instincts, des histoires de serial killers, etc. Et on laisse nos mômes regarder ça pendant des heures, et après on se dit « Bah alors, je comprends pas, ils sont pas totalement aimants, etc. » Bah ouais. Et moi, je pense qu'il faut prendre conscience qu'il y a une schizophrénie de la société, qui passe son temps à prôner des belles valeurs de bienveillance, de paix, etc., et qui se base, tous les fondements de la société sont là pour nous rendre belligènes. Et ça commence par l'école de la rivalité, pour pouvoir ensuite être des bons professionnels dans l'école de la compétition, qui fait de nous des gladiateurs les uns contre les autres. Mais attention, solidarité, paix, amour, joie. Voilà. On a glissé tout doucement sur le thème 3, donc là, donc on était sur les lieux, mais donc on est passé aux liens. Il y avait une lettre... Juste une lettre à changer. Peut-être juste pour revenir sur les lieux, parce que là on disait, ben, voilà, comment est-ce qu'on se sent pleinement dans son lieu, enfin dans son corps, dans son environnement. Quand on regarde les enfants, ils sont pas dans leur lieu. Enfin, c'est ça qui est assez beau. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans leur chambre, mais ils sont dans un château, ils sont sur Mars, voilà. Et puis ça, on le perd. Est-ce que ça serait pas bien de le retrouver, justement, de ne pas être avec soi, de ne pas être dans son lieu, de ne pas être dans son présent? Qu'est-ce qu'on fait de l'imaginaire dans tout ça? Bonne question. Quand tu commences à travailler ton attention, tu vas être capable de stabiliser tes images mentales. Ça, c'est un truc qui est intéressant. Par exemple, tu peux faire apparaître n'importe quoi. Tu peux faire apparaître un objet sous tes yeux et puis tu le vois grandir, un dragon, etc. Tu peux faire des expériences de pensée. Einstein, c'est assez connu, il a développé pas mal de ses grandes théories par des expériences de pensée. C'est-à-dire qu'il avait la stabilité attentionnelle pour être capable d'imaginer un truc. Qu'est-ce qui se passerait si j'étais dans un ascenseur en chute libre? Ça, c'est du Étienne Klein. Pour ceux qui connaissent, il raconte ça vraiment très très bien. Et donc, en fait, c'est l'imaginaire, mais c'est l'imaginaire quand même un petit peu maîtrisé. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi. Parce que le problème de l'imaginaire, c'est qu'il peut vite tourner à la rumination dépressive. Donc c'est bien quand même de le canaliser un tout petit peu, et dans ce cas-là, effectivement, on peut se fabriquer des châteaux. C'est pas la peine qu'ils soient fabriqués en vrai. C'est pas la peine d'acheter des cases de réalité virtuelle à 600 € ou je sais pas quoi. En fait, on a tout déjà, à condition d'avoir une petite stabilité de l'attention pour s'amuser à jouer avec ce genre d'objet. Est-ce que vous, Frédéric et Charles, vous avez ces espaces de... Est-ce que vous construisez des châteaux de princesse chez vous, enfin... Moi, c'est pas des châteaux de princesse, mais ce qui est sûr, c'est que faut quand même sacrément délirer pour du jour au lendemain se lancer dans créer une ONG. Ça veut dire que quand même, à un moment, tu te laisses porter par ton idéalisme et même par une utopie.
Et du coup, tu y vas. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, que tu n'as aucune idée de tout ce que tu vas te prendre dans la tronche après, quoi. Parce que derrière, c'est que de la bataille et tout. Donc, il y a quelque chose d'un élan qui, je pense, moi, est un élan vital, hein, vraiment, parce que c'est ça la vie. C'est quand même d'oser prendre des risques, d'avoir l'audace. Et je pense aussi que c'est un des défauts de notre société, c'est-à-dire en ayant poussé le consumérisme jusqu'au bout, eh bien, on nous vend le fantasme d'une vie confortable, comme si c'était ça le Graal. Vous voyez le truc? Alors du coup, on s'enfonce dans notre fauteuil trop. Et en fait, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que, je veux dire vraiment. Donc, et alors que effectivement, on a le cœur qui bat et tout, au moment où on prend le risque, au moment où on y va et on fait ce pas de foi dans l'inconnu, toc. Et donc, heureusement qu'on est assez naïf pour ne pas savoir tout ce qu'il y a derrière. Mais voilà. Donc, je pense que l'imaginaire est très important là-dessus, en fait. Et c'est aussi ce qui nous met en mouvement. Tu savais pas que c'était impossible, et c'est pour ça que tu l'as réussi, que tu as réussi. Mark Twain. Et après, juste une remarque, c'est que l'imaginaire et la rêverie, c'est des façons d'être présents, en fait. On serait presque tenté de les voir comme ce qui menace ou entrave la présence ou l'attention. Mais non, on est attentif quand c'est un peu ce que tu disais. On est attentif quand on est dans une rêverie, on est là, en fait. Et quand son imagination se déploie, on ne s'absente pas du présent. C'est le voyage immobile. Ouais. Et c'est ça qu'il faut aussi autoriser les gens à le vivre comme ça. Parce que autrement, si on leur dit tu vas être focalisé sur l'ici et le maintenant de manière psychorigide, au fond, on va rater la présence. Alors que si on s'ouvre alors j'ai un ami, Fabrice Midal. Alors bon, pardon, parce que je sais qu'il a dit du mal de Petit Bambou, mais ça je savais pas. Bon, je sais pas, ça doit être des rivalités, hein, peu importe. Mais bon, il a écrit un livre que je trouve très bon, qui s'appelle Foutez-vous la paix. Et lui, il dirige une école de méditation. Et lui, il dit qu'il faut, bien sûr, quand il dirige une méditation, il ne s'agit surtout pas de ne pas penser, de se concentrer sur le présent. Il faut accueillir tout ce qui vient et être dans une ouverture totale, au fond. Et bon, c'est là que l'imaginaire se déploie, j'ai l'impression. Mais comme tu l'as très bien dit, il faut quand même le cadrer un peu. Et autrement, il peut y avoir de la rumination, du ressassement, etc. C'est ça. Si on est Picasso et qu'on laisse vraiment l'imaginaire partir, peut-être que l'imaginaire, il va basculer sur la liste de courses. Et il n'y aura jamais le chef-d'œuvre. Il faut quand même une petite discipline. La créativité nécessite une certaine discipline de l'attention, quand même. Ouais. On regardera tout à l'heure ce que notre artiste nous a concocté. On va terminer rapidement. Parce que voilà, l'heure tourne malheureusement, sur les liens, dernier chapitre de ce moment. Moins de biens, plus de liens, vous connaissez l'adage de la simplicité volontaire, une formule qui semble universelle pourvu que l'on ait déjà le nécessaire. Mais comment tisser des liens et les entretenir quand nos relations sont comme des jardins et qu'on n'a pas du tout la main verte? Les relations ont besoin d'attention, de soins et de présence pour s'épanouir. Le lien, c'est du temps dans un monde où on a l'impression de toujours courir après. Alors, on fait comment? Et si on commençait par une histoire vraie? Et du coup, je te propose, Frédéric, de nous raconter un petit peu ton histoire. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder le TEDx de Frédéric, avec une histoire tout à fait singulière et qui fait que peut-être ça te permet de parler autant d'amour, autant de liens ce soir, parce que tu viens de quelque chose qui t'a construite de manière singulière. Ouais. Effectivement, j'ai fait une conférence TED, donc ça c'est bien parce que c'est un bon appetizer. J'ai écrit aussi un livre qui raconte l'histoire de mon enfance, que je vous recommande parce que c'est vachement bien écrit et tout. Pub. Ça s'appelle La On Petite a dit Fille. pas de pub. Voilà, c'est pour ça. Tu m'autorises, Ludo? C'est quoi, je voulais le faire en conclusion. Ah, trop chou. Vas-y, il l'a lu. Hein. Ça s'appelle La Petite Fille à la balançoire. Non, mais je dis ça parce que des fois, comme là, je vais aller très vite, si jamais ça vous intéresse. Effectivement, je pense que tout ce que je fais, l'engagement que j'ai initié avec le projet Imagine, tout ce que j'essaye de transmettre comme message, évidemment, se nourrit de l'histoire de mon enfance, qui est une histoire un petit peu hors du commun. Il se trouve que quand j'étais petite fille, j'ai été sauvée par un couple incroyable du nord de la France, dans la banlieue lilloise, Lille, Roubaix, Tourcoing, pour ceux qui connaissent, n'est-ce pas? Et badaboum, ça va, c'est pas cassé, tout va bien.
Et donc, en fait, ce couple incroyable du nord de la France s'est pas contenté de me sauver moi. On était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier, que des enfants considérés comme étant inadoptables, ceux dont personne ne veut. En gros, ceux qui sont trop lourdement traumatisés, trop lourdement handicapés, trop ceci, trop cela. Et donc, voilà, en fait, si vous imaginez le mot inadoptable sur le front d'un enfant, c'est tellement choquant. Ça veut dire qu'en gros, la société pense que ceux-là, ils sont foutus, quoi. Voilà, c'est cause perdue. Et chaque fois que mes parents donc, voilà, croisaient le chemin d'un enfant qui était dans cette situation inextricable, ils se disaient on ne peut pas le laisser de côté, on le prend. Et c'est comme ça que la famille s'est agrandie. Donc ils sont assez fous pour avoir voilà, s'être lancés dans cette aventure, mais pas assez fous pour l'avoir prévu non plus. Hein. Donc ça s'est fait au fur et à mesure. Et donc c'est vrai que donc on était une vingtaine d'enfants venus du monde entier. Et c'est une expérience qui évidemment ouvre l'esprit, ouvre le cœur. Et surtout, c'est une expérience qui m'a montré à quel point il est possible de faire famille humaine. Nous étions de tous les continents, nous étions de toutes les couleurs de peau, nous ne parlions pas la même langue, nous n'avions pas la même culture, pas la même religion, ou pas de religion du tout, et nous étions atteints de toute forme de blessure. Donc il y avait absolument tout pour nous séparer. Et pourtant, on a réussi à aller à la rencontre les uns des autres, à faire vraiment connaissance et à apprendre à nous aimer. Et c'est comme ça qu'on a pu faire famille. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois tous les troubles du monde, nous on est une toute petite ONG, on essaye de faire ce qu'on peut pour essayer de ramener quelque chose qui ravive ce qu'il y a de plus beau en nous. Parce qu'en fait, il y a un proverbe, alors je ne me souviens plus, celui avec le loup, c'est l'ours et le loup, je ne sais pas quoi, c'est ça. Non, c'est un proverbe indien qui dit en gros, c'est ça, hein, qu'il y a un ours et un loup à l'intérieur de nous, et lequel va vraiment grandir, celui que tu nourris, quoi. Et donc en fait, oui, on a des pôles négatifs, des pôles positifs, on a voilà, tout cet altruisme en potentiel, et puis il y a aussi toute cette agressivité. Les deux sont là. À nous de voir qu'est-ce qu'on va nourrir et qu'est-ce qui va nous nourrir aussi autour de nous, parce que c'est pas que nous, il faut pas se flageller, on fait partie d'un ensemble. Et donc voilà, il y avait tous ces enfants qui justement avaient subi les violences du monde. Et donc, qui était aussi, le traumatisme fait aussi qu'on est pétri de peur. Et donc, c'est encore plus difficile d'aller à la rencontre les uns des autres. Un animal blessé, vous ne pouvez pas vous approcher de lui parce qu'il a peur. Eh bien, j'ai coutume de dire, il faut qu'on réalise que nous sommes dans un monde blessé. Nous sommes tous des êtres blessés. Quel que soit notre parcours, quelle que soit notre situation, ça fait partie de notre condition humaine. Mais en même temps, si on arrive à transcender ça, c'est aussi ce qui fait la beauté de notre humanité, c'est cette vulnérabilité. Donc avoir conscience de notre puissance d'être, de notre pouvoir d'agir, et en même temps avoir conscience de notre immense vulnérabilité. Et pour moi, notre chemin d'humanité, il est vraiment voilà, dans cet interstice, comme ça, c'est une ligne de crête. Et donc souvent, j'aime bien conclure sur une chose, parce que je pense que ça, c'est important. C'est qu'on vit donc dans une société, comme je l'ai dit, voilà, le confort, etc. Et donc toutes ces fausses, voilà, ces fausses ambitions. Et surtout, on nous a sorti depuis pas mal de temps maintenant. Le Graal, la panacée, ce serait de bâtir un monde de tolérance. Vous avez déjà remarqué qu'on n'arrête pas de nous dire ça. Ouais, il faut un monde de tolérance. Et moi, si vous voulez, ça me choque tellement, parce que franchement, qui rêve d'être toléré ? Qui rêve d'être toléré? Et donc je pense qu'on a tellement peur du ridicule, de faire un peu bisounours, gnangnan, etc. Donc on n'ose plus utiliser certains mots comme le mot amour. Un mot qui peut être vite galvaudé, qui peut être vite dévitalisé. Il faut faire attention aux mots. Il y a des mots qui sont précieux et qu'il faut effectivement utiliser à bon escient. Mais il faut vraiment garder voilà, cette idée de qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que ça recouvre. Et personne n'a la réponse, mais en tout cas garder ça comme cible, en se disant, allez, visons la lune, au pire on finit dans les étoiles, quoi. Et donc je pense qu'à force d'avoir peur du ridicule, on a baissé nos ambitions, on a baissé nos rêves, jusqu'à embrasser ce truc de tolérance. Une chose est sûre, si dans ma famille adoptive, si mes parents adoptifs s'étaient contentés de nous tolérer sous leur toit, on n'aurait pas été sauvés. C'est parce qu'ils ont été jusqu'à nous aimer, et du coup on a pu se relever de nos blessures. Et donc je pense qu'il est temps de remettre la barre là où elle doit être,
Et il va falloir qu'on apprenne à s'aimer.